Comment la détecter, la monitorer. Kevin vient de nous expliquer comment la contrer par la récupération avec les bases. Et maintenant, on va avoir Agathe qui va nous expliquer, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut apporter. Je vais rentrer Agathe juste après pour ceux qui ne la connaissent pas. Moi, je vous dis de mon expérience aujourd'hui en tant que responsable du haut niveau de la fédération et en accompagnant des athlètes sur sur des stages, sur des compétitions, des compétitions internationales, c'est que souvent, je vous dis aujourd'hui, on a des sportifs qui expertisent beaucoup de choses, mais on en oublie souvent les routines quand on se déplace. Donc effectivement, Kevin a donné un exemple tout à l'heure, c'est par exemple, on se déplace à l'autre bout du monde, se dire qu'on va arriver une semaine avant avec 12 heures de décalage horaire et se dire que non, le sommeil ça va aller, je vais m'adapter tout seul, en fait c'est dommage, parce qu'en fait c'est mettre à la poubelle ce qu'on a fait dans l'année. Par exemple, faire l'effort sur la nutrition toute l'année et le jour J dire ouais, mais ce soir, les pâtes, elles avaient pas l'air très bonnes. Par contre, le plat de frites me tentait vraiment. Voilà. Et parfois, on tombe aussi sur des grosses incohérences. Mais ça peut s'expliquer parce qu'un athlète qui sort d'une grosse journée de compétition, il arrive à table le soir. Il y a légumes bouillis, pâtes et frites. Voilà, ça fait du bien au cerveau. Et souvent, ce qui est dingue, c'est que ils vont dans cette démarche, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous arrivez à table. Moi, ça m'arrive encore cet été. On arrive sur la table, le sportif en question, non, je pas du monde, le sportif en question, à sa table, il y a un peu de féculents, il y a beaucoup de frites, il y a une boisson sucrée, il y a un dessert bien gras, et puis à côté, il y a de la whey et de la créatine, parce que tu prends des compléments alimentaires. Et en fait, je dis pas que la créatine et les compléments alimentaires sont pas intéressants, justement, mais c'est qu'il y a une incohérence, en fait. Et c'est, j'en oublie les bases, mais comme je me rattache à ça, c'est pas grave. Alors, je suis pas en train de dire que ce qu'ils font, les desserts, directement, c'est pas ça, mais on se rattache parfois à des petits trucs qui font qu'on pense qu'on fait bien, on se rassure. Et je pense aussi, c'est pour ça que j'ai demandé à Agathe de faire cette intervention aujourd'hui, parce que elle, première, elle va vous expliquer. Donc, Agathe, c'est notre kiné des équipes de France de nage avec palme depuis maintenant 6 ans. Elle travaille aussi à l'INSEP. Tous les lundis, elle travaille ici. Elle va vous l'expliquer, mais elle a été aussi, elle fait partie de l'équipe olympique cet été pour les Jeux de Paris 2024. C'est la première à dire, elle va vous le dire, parfois il y a des athlètes qui viennent la voir à 23h ou 23h30 en équipe de France, qui disent il faut que je me fasse masser à tout prix. Peut-être qu'à cette heure-ci, vu l'heure à laquelle on se lève demain, va dormir. Voilà. Donc c'est aussi notre rôle parfois d'expliquer aux athlètes, avant d'aller mettre 600 € dans un pistolet de massage ou des bottes ou des choses comme ça, revois les bases, c'est à nous les accompagner, leur dire n'oublions pas les bases, ça c'est bien, mais c'est le petit plus. Ce problème, c'est que ce petit plus ne marche pas si déjà la base n'est pas construite. Et ça, c'est important. Et pour ça, il faut construire des routines. Ça marche pour tout, hein. Que ce soit l'entraînement, ce genre de choses. Plus on habitue l'organisme à avoir des routines, plus le jour J, elles sont ancrées en nous et elles sont automatiquement. C'est pas des choses qui se créent le jour même. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Il faut que je meuble encore un peu parce que la tête n'est pas prête, mais... Et donc voilà. Et alors, les 6 derniers points. Donc, Agathe a amené pas mal de matériel pour voir un petit peu tout ce qui existe. Ce qui est intéressant aussi, et il y a un point pour moi qui est très important, c'est de faire attention, comme disait Kevin, souvent ce qui marche en ce moment, c'est, surtout qu'il y a les réseaux sociaux, donc ça va beaucoup plus vite d'informations qu'avant, c'est qu'on est très alerte sur ce qui se passe, la dernière chose qui a été faite, qui est un peu bankable, Shining, tout ça. Moi j'ai un exemple, il y a quelques années, je n'étais plus athlète déjà, mais j'ai vu un sportif, on sortait des JO de Rio, et il y a Michael Phelps, durant ces JO-là, avait des traces de ventouses partout dans le dos. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où vraiment ça s'est démocratisé. C'est-à-dire qu'avant, c'était fait, mais les gens n'étaient pas forcément au courant. Je ne vais pas revenir sur la technique en elle-même, je suis incapable de vous expliquer le bien, le mal, ça. Mais par contre, il y a un athlète que j'ai entendu dire, un athlète de haut niveau, hein. On est arrivé à une compétition, c'est un agent de mon club, et il a vu un sportif d'un autre club arriver avec les mêmes traces de ventouses dans le dos. Donc, c'était un acte de kiné. Donc, visiblement, c'est comme s'il avait un strap, mais c'est quelque part, il avait une défaillance. Il se soignait de quelque chose. La première réaction de l'athlète de mon camarade de club, c'était oh la vache, il a fait la même préparation que Phelps, il va être trop fort. Non, il était juste blessé, il a dit la même technique que lui. Si moi, demain, j'ai mon athlète arriver avec un plâtre comme Phelps, je vais pas me dire il va être trop fort. Et souvent, on tombe là-dedans, en fait. Donc, attention. Souvent, on voit à la télé, on voit ça, on se dit attends, mais manger, dormir, non, par contre, les dernières bottes de récupération, là, je les ai vues en promo sur vente privée, voilà. Attention à ça. Et c'est aussi notre devoir à nous, si on peut accompagner nos athlètes là-dedans, parce qu'on a les moyens et parce que tout est fait en amont, très bien, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un plus, mais attention à pas amener ce plus avant et bâcler certaines choses avant, je trouve que ça c'est très important. Voilà pour la transition.
Agathe va être pile poil prête, c'est parfait. Et je laisse Agathe prendre la parole. Ça va pas? Si, ça va. T'es en ligne. Bonjour à tous, merci Maxime pour l'introduction. Je vais essayer de prendre le relais après les trois présentations qui ont été faites depuis ce matin. Et beaucoup de choses ont été dites. Et donc du coup, je rejoins complètement ce qu'ont dit les trois confrères par rapport à tout ce qui concerne la récupération, etc. C'est difficile pour moi de parler de ce que je vais parler sans parler du reste, mais comme ça a déjà été bien détaillé ce matin et encore une fois ici là, par Kevin, ça va être parfait. Moi, ce qu'on m'a demandé, en tout cas ce que Maxime m'a demandé là pour la fêter, c'est vraiment d'apporter quelque chose de pratique. Et ça tombe bien parce que moi, je travaille donc du coup, comme il l'a dit ici à l'INSEP, au service médical. Je travaille aussi en cabinet de kiné dans Paris. Mais du coup, j'ai pas le côté labo, j'ai pas le côté recherche. Mais par contre, je sais lire lire des articles et j'essaie de les mettre en application, disons, au quotidien dans ma pratique et dans l'expérience que j'ai avec les sportifs de haut niveau. Du coup, dans un premier temps, nous, comme on travaille en kiné, l'idée c'est de se dire, il y a une triade entre le patient, qui est un athlète, le kiné, qui sera du coup moi là pour le coup, ou n'importe quel autre kiné qui va pouvoir intervenir sur l'athlète en question, et puis à la science. Et en fait, nous, on essaie de faire une espèce de mélange de ces trois choses-là qui soit cohérent. Et de temps en temps, on se retrouve avec des athlètes qui ont des croyances qui ne sont pas forcément très, très à jour. Il faut faire avec. Il ne faut pas être très frontal non plus par rapport à ça. Il ne faut pas se dire, non, t'as rien compris, c'est pas ça ce qui se dit en 2024. Parce que si on les prend comme ça, finalement, c'est une façon aussi de les perdre un peu. Et donc, il faut essayer de rentrer un peu dans la discussion et puis de petit à petit apporter des choses, amener des choses. Et puis ensuite, essayer de faire quelque chose de cohérent. Et c'est comme ça, ensuite, qu'on réussit à trouver une routine qui va bien à l'athlète. Et comme il le disaient toutes les collègues, c'est des routines qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Donc en fait, moi, en tant que kiné, j'apporte mon expérience. J'apporte ce que je sais des différentes situations que j'ai pu rencontrer. La science, elle apporte beaucoup de choses aussi. Mais de temps en temps, on est obligé de s'en éloigner un peu pour y revenir. Et puis ensuite, l'athlète, lui, il apporte ses croyances et puis son ressenti aussi. On s'est aperçu que dans les études, en réalité, tous les individus ne réagissent pas tout à fait de la même manière à une sollicitation, à un moyen qu'on utilise. Et donc du coup, c'est pour ça, comme le disait Max tout à l'heure, il va falloir trouver la routine pour l'athlète en question, à quoi il réagit bien, à quoi il ne réagit pas, quel est son ressenti à lui. Et donc du coup, il y en a qui vont utiliser, j'ai amené quelques matériels, il y en a qui vont utiliser des bottes de presso, les bottes de presso, il y en a qui vont dire waouh, c'est super, d'autres qui vont dire franchement, je sens rien. Et tant mieux, si tu sens rien, t'en fais pas, c'est pas grave, et on fera autre chose. Donc l'idée, c'est de se dire, il y a plusieurs moyens, disons, qui existent, et on va essayer de trouver qu'est-ce qui te correspond bien, et aussi bien en dehors des compétitions internationales et des grosses échéances, mais aussi au quotidien pour être habitué à tout ça. Et donc du coup, moi, mon travail, notamment à l'INSEP, c'est de mettre cette routine en place et faire en sorte que du coup l'athlète soit habitué et rentre dans sa... il y a une solution pour rentrer dans sa bulle au moment où il doit être performant. Donc du coup, moi, au-delà de travailler ici, je travaille donc aussi avec les équipes de France de nage avec palme, aussi bien en junior qu'en senior, en eau libre et en piscine. Et du coup, j'interviens aussi parfois au niveau de stages en dehors de la fin de saison, disons pendant les compétitions internationales. Et à ce moment-là, on essaye aussi de mettre en place des petites routines, de leur expliquer comment ça fonctionne. Et bien entendu, on les martèle avec l'idée que la première des choses dans la récupération, c'est le sommeil, c'est l'hydratation, c'est l'alimentation. Ça, ils le savent bien. Et moi, ils savent très bien que déjà, si jamais ils ne tiennent pas en compte de ces trois grands éléments clés, je ne vais pas pouvoir faire des miracles, on n'est pas magicien. Et donc du coup, comme le disait Maxime tout à l'heure, parfois ça m'arrive de ne pas vouloir les prendre en charge en leur disant la priorité, elle n'est pas au massage, elle n'est pas aux bottes, elle est plutôt au sommeil. Et c'est pas parce que j'ai un poil dans la main et que j'ai pas envie de vous masser, c'est juste qu'à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on fait.
du coup, je tiens juste à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec tout ce que je vais vous montrer par la suite, parce que je vais t'amener à vous montrer un peu des images de différents endroits où j'ai pu travailler ou autres. Je trouve qu'il y a des marques en question. Je n'ai pas de sujet particulier avec ces marques-là. Donc, comme le disait tout à l'heure Guillaume, ce matin, la récupération, c'est l'entraînement invisible. Disons que ça, c'est les grands objectifs qu'on a au niveau de la récupération. Ça a été déjà détaillé pas mal, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ensuite, dans mon propos, l'idée, ce sera de lister un peu chaque outil et de vous donner un peu précisément comment on peut les utiliser, ces outils, et en vous donnant peut-être un protocole un peu plus précis. Tout à l'heure, il y a eu des questions sur le bain froid, quelle température, combien de temps, etc. Donc là, l'idée de mon topo, c'est vraiment de répondre à cette question de manière très simple, finalement. Comme je vous disais, j'ai pas trop l'aspect, je sais pas rechercher les choses. J'ai beaucoup de mérite, je suis très reconnaissante par rapport aux gens qui font ça très bien. Et on les remercie parce que derrière, ça nous permet de mettre en place les protocoles qu'on a maintenant. Mais par contre, je sais plutôt bien les mettre en application, il me semble. Donc du coup, les buts, donc on l'a déjà dit, mais je me répète. Donc c'est de restaurer l'équilibre physiologique et musculaire donc après un effort. On essaye dans la mesure du possible de réduire la fatigue. On l'a décrit au sens large, la fatigue déjà ce matin, mais c'est très important de bien différencier cette fatigue qui peut être aussi bien physique que mentale. Et nous, en tant que kiné, la partie mentale va aussi nous intéresser beaucoup. Quand on a une personne sur la table, et on n'est pas des robots, et donc il y a aussi cette notion de soupape un peu qu'on va traiter via le patient. On prépare aussi le corps à enchaîner des entraînements, à enchaîner une saison, à enchaîner des compétitions, etc. Au niveau plus physiologique, l'idée c'est quoi? C'est d'éliminer les déchets métaboliques qui sont par exemple l'acide lactique, etc. D'optimiser, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la régénération des fibres musculaires, parce que les fibres, au fur et à mesure des entraînements, etc., elles finissent par parfois être lésées. Ça fait partie aussi du process. Mais donc du coup, on essaye de manager un peu tout ça. On améliore bien sûr la circulation sanguine et lymphatique. Et donc du coup, ça accélère un peu le processus de régénération de tout ça. Et donc du coup, on restaure aussi les réserves. Ça, c'est plus par rapport au côté nutritionnel dont a parlé Kevin tout à l'heure. Donc en ce qui me concerne, dans mon topo, je vais avoir, disons, ce plan-là. Je vais vous présenter un peu les différents moyens qu'on retrouve en rééducation. Dans un premier temps, la cryothérapie corps entier. On a la chance ici d'avoir à l'INSEP une machine depuis 2009. C'est la deuxième machine en France qu'on a eue en France. La première machine date de 2007, je crois. C'était au centre de rééducation du CERS, au Cap-Breton. Donc la cryothérapie corps entier, on a beaucoup l'habitude de l'utiliser ici. Et c'est quelque chose, il me semble, qui est de plus en plus démocratisé, qu'on peut retrouver de manière plus simple maintenant dans les différentes villes de France. Et donc du coup, ça sera intéressant peut-être d'en parler. Ensuite, il y a tout ce qui est bain, hydrogel, sauna, hammam, même si ce n'est pas vraiment des méthodes de récupération. Mais en tout cas, c'est en balnéothérapie, c'est des moyens qu'on retrouve et qui sont accessibles. Et parfois, les nageurs, en tout cas, je sais qu'en nage avec Palme, ils se posent la question de est-ce que c'est bien que j'aille dans le jacuzzi? Est-ce que c'est bien que j'aille dans le hammam, dans le sauna? Ils ne savent pas trop comment gérer ça, donc on va pouvoir en reparler. Le massage manuel, pour le coup, ça concerne un peu plus le kiné. Et on intégrera un peu la notion du pistolet, le fameux pistolet. On ne sait pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais encore une fois, on pourra en discuter. Et ensuite, on parlera pressothérapie. Pressothérapie, donc du coup, avec des bottes de presso. J'ai ramené une paire de manière complètement accessoire. C'est les jeunes, j'aurais pu prendre des complexes ou des normatech. Bref, peu importe, je suis pas là pour faire de la publicité. Et on parlera aussi d'électrothérapie. Et je suis obligée quand même de dire un mot sur la récupération active, sur le sommeil, hydratation, nutrition, parce que ça me dérange de faire un topo sans parler de ça. Mais je te promets, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Pardon, c'est quoi TCAR thérapie? TCAR, c'est transfert d'énergie résistible et capacitif. C'est cette machine-là. Je vais détailler le propos après. Du coup, la cryothérapie à corps entier, en quoi ça consiste? C'est l'idée, donc là, ça se trouve à l'INSEP, c'est l'idée d'aller dans une chambre froide qui, donc, en intégralité, avec la tête et le cou, qui sont aussi intégrés, contrairement à certaines cabines qu'on a pu déjà voir, avec la tête qui sort
de la machine. Et il y a une importance entre ça parce que la cabine de cryothérapie corps entier fait un choc thermique, notamment au niveau de l'hypothalamus, qui est au niveau du cerveau. Et à contrario, avec une cabine qui n'aurait pas la tête à cette température-là, ça modifie les aspects qu'on peut avoir au niveau de la cryothérapie. Donc du coup, le principe, c'est quoi? C'est de créer donc, ce choc hypothalamique et ensuite, en cascade, d'avoir des réactions qui vont booster un peu le processus de récupération. Comment on s'y prend en termes de protocole? Le protocole dit qu'on considère qu'il faut rester 3 minutes dans cette petite pièce où il fait moins 110 degrés. Il y a 3 chambres, donc une première qui est à moins 10, une deuxième qui est à moins 60 et la troisième qui est à moins 110 degrés. Donc le patient, je vais vous montrer une petite vidéo après pour illustrer un peu le propos. Mais l'idée c'est d'aller dans la première chambre, bien fermer la porte, etc. Il y a des sas. Ensuite dans la seconde, et une fois qu'on est dans la troisième, à ce moment là je me suis filmée en train de rentrer dedans. Donc là je suis dans le premier sas, j'ouvre le deuxième sas, j'arrive, donc là c'est un sas à moins 60, le deuxième, et ensuite le troisième, c'est dans cet espace-là qui reste pendant 3 minutes. Le principe, donc on a une température cutanée grosso modo qui est d'environ 35 degrés normalement. Donc on prend leur température avant et après un protocole de 3 minutes, normalement quand il sort de la cryo, la température cutanée descend environ autour de 10 degrés. Donc l'objectif c'est d'avoir une température cutanée d'environ 10 degrés en fonction de la densité musculaire, en fonction de la masse des garçons, des filles, etc. Ça peut un peu évoluer. Donc en fait, quand ils sortent de la cryo, moi j'ai mon thermomètre. Et le premier truc que je fais quand ils sortent de la cryo, c'est de prendre leur température au même endroit. Donc si j'ai pris au deltoïde à l'entrée, je reprendrai au deltoïde à la sortie. Et puis à ce moment-là, je verrai quel est le delta. Et si par exemple il sort et il est encore à 16 degrés, ce qui peut arriver, je leur dis, là, demain si on fait une cryo, tu resteras 15 secondes de plus. Et donc on adapte pour faire en sorte que grosso modo, à la sortie, on ait nos 10 degrés. Et ensuite, pardon? C'est standard, 10 degrés. Le protocole, c'est de faire descendre l'épiderme. C'est ça, ouais. Il y en a qui descendent encore plus, il y en a qui considèrent que l'idée c'est de ne pas dépasser 7 degrés, de ne pas aller en dessous de 7 degrés. Mais nous, en tout cas, à l'INSEP, notre objectif, on s'est mis d'accord sur le 10 degrés. Et le feedback, en tout cas, des athlètes est plutôt positif par rapport à ça. Donc du coup, comment ça fonctionne dans les faits? Donc là, il y a une porte de sortie d'urgence sur le sas à moins 110. Et une fois, de temps en temps, on est obligé de l'ouvrir pour faire en sorte de laver la cryo parce que sinon, elle tourne toute la journée et 24 heures sur 24. Et là, c'était un jour où on a dû ouvrir ce fameux sas. Et à ce moment-là, quand on ouvre le sas, ça fait de la fumée partout dans la pièce. Et c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. Souvent, dans les publicités, c'est ce qu'on voit. Cette photo, pardon. C'est ce qu'on voit dans les publicités parce que ça fait un peu... je sais pas, ça fait un effet un peu... je sais pas lequel, mais de cryo, disons. Comme on est dans cette cryo, on est en sous-vêtements. Donc en caleçon pour les garçons et comme ça là pour les filles. On protège toujours les extrémités, ça c'est important. Parce que en fait, quand le corps se met en situation d'urgence, il abandonne tout, un peu tout pour protéger les organes vitaux, donc le cœur, les poumons, les viscères, le cerveau. Donc ça, pour l'irrigation, il n'y aura aucun sujet là-dessus. Mais par contre, tout ce qui est membre, que ce soit membre supérieur, membre inférieur, et au niveau des voies respiratoires, on a tendance à les protéger. Donc du coup, quelqu'un qui va dans la cryo, là on ne le voit pas bien, mais c'est Crocs. C'est chaussettes par-dessus, parce que si on est au contact, si on n'a pas de Crocs, pour le coup, vraiment, ça brûle les pieds. C'est déjà arrivé que quelqu'un aille dans le cryo en oubliant de mettre des Crocs. Et du coup, il a été, un judoka, là, il a été arrêté et n'a pas pu participer à un championnat qui était peu de temps après. Donc ça a été malheureux pour le service et surtout pour lui-même. Donc on fait vraiment très attention à ça. C'est pour ça que c'est pas le tout venant qui vient dans la cryo. C'est vraiment protocolaire pour pas qu'il y ait d'erreur par rapport à tout ça. Ensuite, on utilise des gants, 2 paires de gants, une paire de gants classiques plus des espèces de gros paires de gants de cuisine qu'on voit pas bien là, mais elle a des énormes paires de gants de cuisine par-dessus la première paire de gants. Elle a ensuite un masque
un basque chirurgical. Avant, on utilisait des FFP2, maintenant on est passé au chirurgical, on s'est aperçu que finalement ça ne changeait pas grand-chose. Et ensuite, soit un bandeau, soit un bonnet pour la tête. Il faut dans tous les cas que la personne soit complètement sèche quand elle rentre dans la cryo et qu'il n'y ait pas de zone qu'il n'y ait pas de brûlure, qu'il n'y ait pas de zone avec des cicatrices, des plaies, auquel cas, dans ces cas-là, on se rappe la zone pour protéger un peu tout ça. Et pas de risque pour les poumons? Non, pas particulièrement. Dans tous les cas, en tout cas, voilà comment ça se passe à l'INSEP. En début de saison, ils passent tous chez le médecin pour leur prendre leur constante, etc. Et on leur fait un document, c'est ce que j'écris juste là-haut, pour attester qu'il n'y ait pas de contre-indication à la pratique de la cryothérapie corps entier. Et donc, après, une fois qu'on a ce document, et ils doivent être forcément aussi majeurs pour pouvoir entrer dans la chambre, à ce moment-là, on effectue ce genre de séance. Il y en a qui n'aiment pas du tout, parce que le froid sec, c'est prenant, ça prend au triple. La dernière minute, elle est souvent compliquée. D'un jour sur l'autre, le ressenti ne va pas être le même. Parfois, ils vont dire que la séance elle a été plus dure que la veille, et on l'explique pas trop. Mais ça n'empêche qu'il y en a qui aiment vraiment pas la cryo au corps entier. Et ben dans ces cas-là, comme on l'a dit tout à l'heure, et ben cette routine de récup, ce sera pas pour eux, et puis on proposera autre chose. Donc c'est ce que j'ai écrit là. Si tu n'arrives pas à l'utiliser, ben quelle alternative tu peux avoir? Et ben on utilisera pourquoi pas les bains froids. Si on n'aime pas non plus les bains froids, on essaiera plutôt les bains contrastés. Mais donc du coup, le choc au niveau de la température n'est pas tout à fait le même. Parfois, ils n'arrivent pas à le faire tout seuls parce qu'il y a ce sentiment de claustrophobie dans la pièce. À ce moment-là, on dit on va essayer de trouver quelqu'un dans ton équipe ou parmi les gens avec qui tu t'entraînes qui serait intéressé pour faire la séance en même temps. Et donc du coup, il y a une notion un peu moins stressante d'être à plusieurs dans cette cabine. Oui. S'il vous plaît, bain contrasté, qu'est-ce que c'est? Du coup, bain contrasté. Bonne question. Vous pouvez rester. On travaille ensemble en fait. Oui. Juste avant de passer au bain contrasté, Agathe, est-ce que j'aurais voulu avoir ton avis sur le protocole cryo le soir ou en tout cas fin de journée par rapport à cette température cutanée qui descend extrêmement et qui va après remonter, faire augmenter la température corporelle et qui peut être difficile après pour des endormissements. En fait, toi, ce que tu en penses, c'est par rapport à ton expérience, c'est des échanges que j'ai pu avoir avec Olivier Morelli. Ouais, ok. Notamment. En fait, on considère que pendant 2 heures, après la séance de cryo, il y aura une action sur ce qu'on vient de faire. Et donc, du coup, pendant ces 2 heures-là, typiquement, nous, quand on dit qu'on le fait le soir, c'est le créneau, il est souvent autour de 18h30. Avant de manger, ça veut dire que dans la chronologie, 18h30, cryo, ils vont manger. Donc, ils rejoignent leurs copains, ils mangent. Et ensuite, ils vont se coucher de la même manière que ce que disait tout à l'heure Kevin. À l'INSEP, on est assez à cheval sur les heures de sommeil. Ici, on préconise 9 à 10 heures de sommeil par jour pour un athlète. On est d'accord qu'ils les ont très rarement, mais quand ils sont en tout cas à l'INSEP, on insiste un peu là-dessus. Ils ont tendance tous à se coucher relativement tôt. Et donc, du coup, on a ce delta qui est suffisant pour ensuite pas avoir de problème au niveau du sommeil. Mais d'une manière générale, ça les aide quand même à trouver le sommeil pour ceux qui sont des plus, je ne sais pas si stressé est le bon terme, mais en tout cas qui ont du mal à s'endormir. Il y en a qui font de la cryo, notamment pour ça. Avant une compétition, ils ont du mal à penser à autre chose, et en fait ça les met un peu KO, et derrière ils savent qu'ils vont trouver le sommeil plus rapidement. Parce qu'il y a une notion d'avoir un temps de sommeil, mais il y a aussi la notion de réussir à s'endormir. Il y en a qui coupent et qui font tout bien comme il faut, mais malgré tout, ils ont du mal à trouver le sommeil, et ils se retournent dans leur lit. Et il n'y a rien de pire quand on n'arrive pas à s'endormir. Du coup, on allait parler des bains contrastés. Qu'est-ce que c'est qu'un bain contrasté? C'est le fait d'être en immersion dans l'eau et d'alterner du chaud et du froid. Donc à chaque fois, je ne vais pas tout détailler à chaque fois sur les principes parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit au début. Et en fait, à chaque fois, vous allez voir qu'on va retrouver un peu le même but et le même objectif. C'est juste que c'est des façons de faire différentes. Et je dis pas il y en a un qui est forcément mieux que l'autre, c'est au ressenti. Là, pour le coup, c'est à l'expérience. Et puis, il faut s'essayer. Et voilà. Donc, les bains contrastés, on passe du bain chaud au bain froid. Comment ça se passe dans les faits?
on considère qu'il y a une immersion dans l'eau qui est de 1 minute dans le bain froid. On commence toujours par le froid, on finira toujours par le froid. Et on va alterner 1 minute d'immersion dans le froid, 1 minute d'immersion dans le chaud. Quant à la température des bains, on considère qu'il faut grosso modo un différentiel de température d'une trentaine de degrés. Donc après, ça va dépendre des endroits. Ça, c'est la balnéo du service médical de l'INSEP. On a la chance ici d'avoir des balnéos dans tous les bâtiments. Donc là, il y en a un juste en dessous, là. C'est la balnéo de la gym, c'est la balnéo du taekwondo. On a une autre balnéo qui est juste en face, qui est à l'athlétisme. On a une autre balnéo qui est juste après, qui sera au basket et au badminton. Celle-là, elle est là-bas. Bref, il y a pas mal d'endroits et ils ont finalement la chance d'avoir le choix et il n'y a pas trop d'embouteillage. Donc du coup, par exemple, au service médical, grosso modo, la température, là on la voit pas bien, mais elle est affichée juste sur l'espèce de petite horloge là. Et donc du coup, ils peuvent savoir à peu près à combien de degrés sont les différents bacs. Et par exemple, si la température est de 40 degrés et sur le bain chaud et 10 degrés sur le bain froid, ce sera cohérent et donc on va pouvoir alterner. On considère qu'on fait 10 répétitions en passant de l'un à l'autre. 7 répétitions, que je disais 10, c'était sur 10 degrés. En passant du bain froid au bain chaud, on finira toujours par le bain froid comme je disais tout à l'heure. Et dans la mesure du possible, on fait une immersion qui est totale, c'est-à-dire jusqu'au cou. Même si dans certains endroits, comme la photo que j'avais mise juste avant, là les filles, elles sont, ça c'est une compétition de badminton, elles sortent de leur match et donc là elles sont en immersion mais juste au niveau des membres inférieurs et elles avaient déjà du mal à rester dans l'endroit. J'ai caché leur tête parce que j'ai pas eu l'occasion de leur demander leur autorisation et du coup par principe voilà. Mais l'emoji reflète pas mal la tête qu'elle faisait. Quand est-ce qu'on peut être amené à faire ces bains contrastés? Idéalement, c'est juste après l'effort. Donc c'est pour ça, là, je vous dis, elles sortaient tout juste de leur match. Elles avaient encore leur maillot de match, finalement. Et donc, si possible, on fait ça tout juste à la sortie de l'exercice, notamment d'exercices intenses. Si on n'arrive pas à utiliser les bains contrastés, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément sous la main un bain chaud, un bain froid, pourquoi pas faire ça dans la douche. Donc ça, nous, on nage avec Palm, quand on a fait des déplacements et que de temps en temps, il n'y a pas tout ça, et ça fait partie des petits tips qu'on peut donner à nos nageurs, de se dire, dans la douche, tu fais du froid, tu fais du chaud. C'est peut-être pas très très écolo sur le papier, mais en tout cas, s'ils ont l'habitude de ça, c'est une solution pour pouvoir le faire. Il y en a qui ont du mal avec la sensation de froid au niveau des pieds. Après, là, on est a priori dans une fédération plutôt nautique, donc vous êtes peut-être plus à l'aise dans l'eau que beaucoup d'autres sportifs ici, qui dès qu'on les met dans l'eau, peu importe la température, ils n'aiment pas. Il y en a qui sont pas très aquatiques, mais je pense que vous, ça vous concerne pas. Dans ces cas-là, on peut leur proposer de mettre des chaussons de plongée pour éviter d'avoir cette sensation-là au niveau des orteils. Si le bain contrasté ça va pas, il y en a aussi qui n'aiment pas être tout seul parce que c'est dur, il faut prendre sur soi. Pourquoi pas encore une fois le faire à plusieurs, et si vraiment ça va pas, on propose un autre protocole où on fait moins de variations entre chaud et froid, et donc on propose 4 minutes de chaud, 2 minutes de froid, mais l'idée c'est malgré tout de switcher et d'avoir un choc thermique à chaque fois. Mais le 4 minutes de chaud, 2 minutes de froid n'est clairement pas l'idéal, et on considérera quand même, on insistera un peu pour pouvoir proposer le premier protocole dont je vous ai parlé. Les bains chauds. Les bains chauds, ou alors, autrement dit, jacuzzi quand on est dans une balnéothérapie. Est-ce que isolé, il y a un intérêt? Très honnêtement, pas vraiment, à mon sens. C'est plutôt quelque chose, en tout cas quand on est dans un objectif de performance ou en compétition, plutôt à éviter. Ça n'empêche que ça peut avoir un effet plus de détente, de relaxation, on a envie de se poser un peu et de s'évader un peu. À ce moment-là, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit à distance d'un objectif de perf. Sinon, pour le coup, ça peut être vraiment pas efficace sur la performance. Donc c'est vraiment dans un but plus de se relaxer ou d'évacuer un stress. On considère que l'immersion, donc uniquement dans un bain chaud, donc là on est d'accord qu'on ne parle plus du bain chaud, bain froid, bain chaud, bain froid, est de l'ordre de 10 à 20 minutes, et que la température grosso modo est autour d'une quarantaine de degrés. Ça peut être dans une baignoire, ça peut être dans un jacuzzi quand
quand c'est en balnéo, et classiquement, on a une immersion qui va jusqu'au cou. Attention, je vous disais, pourquoi on ne fait pas forcément ça en période de charge, etc. Parce que du coup, les dommages musculaires et les courbatures peuvent être exacerbés si on fait un bain qui est juste après un effort. Donc normalement, on ne fait pas de bain, grosso modo, dans les 4 jours après, ou de jacuzzi, j'entends, après des séances avec une forte stimulation musculaire. On évite aussi quand on a des œdèmes, des hématomes. Pourquoi? Parce que ça va plutôt avoir une action vasodilatatrice et pas vasoconstrictrice. Et donc du coup, ce sera contre-productif sur l'idée de retour veineux et au niveau du système lymphatique. Si jamais en plus on s'est entraîné avec des températures chaudes, bah, ça va ni plus ni moins encore plus accentuer le phénomène d'avoir un stress thermique. Donc pour le coup, vraiment attention sur la pratique, à mon sens, des bains chauds et du jacuzzi. C'était encore le cas en septembre quand on a fait le déplacement avec l'équipe de France en eau libre à Carry-le-Rouet. Il y avait en effet un spa, balnéo, appelez ça comme vous voulez, avec dedans des bains chauds. On leur a dit d'éviter ça. Le bain froid, on retrouve à peu près les mêmes principes que ce qu'on a fait, ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec la cryothérapie corps entier. Sauf que là, pour le coup, c'est pas du froid sec, mais c'est de l'eau. Je vais me répéter un peu par rapport à ce qu'ont dit mes confrères, mais ça fait partie du topo. Donc, on considère qu'on reste autant de temps que le nombre de degrés. C'est à peu près cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, classiquement, c'est 10 minutes parce que souvent, le bain froid est à 10 degrés. Si la température est différente, on adapte. Par exemple, si le bain froid est à 15 degrés, ce qui est un bain froid assez chaud, dans ces cas-là, on reste un peu plus de temps et on pourra rester 15 minutes dans ce bain froid. Si possible, on essaye d'avoir une immersion qui est totale. Si c'est pas possible, à ce moment-là, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est plus au niveau du bas du corps, mais c'est par rapport surtout au retour veineux lymphatique, où on a l'acide lactique qui charge plus dans les jambes que dans je réponds juste à vos questions ensuite, qui charge plus au niveau des jambes que dans les membres supérieurs. Et après, au niveau du timing, quand est-ce qu'on fait ces bains? C'est comme tout à l'heure, si jamais on veut prioriser le sommeil, on va faire ça plutôt avant d'aller se coucher, donc à peu près sur le même timing que la CCE. Et si on est plutôt sur des problématiques qui sont liées à des douleurs et à des raideurs musculaires, à ce moment-là, pourquoi pas le faire vraiment juste après l'effort finalement. Oui, du coup. Oui. Immersion totale, donc on est avec un masque et un tuba alors. Non, immersion, pardon, quand je dis totale, c'est vraiment... Parce que dans notre télé, on y va. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas précisé ça et c'est pas très pertinent de ma part, mais dans l'immersion totale, c'est jusqu'au cou. Okay. On différencie l'immersion jusqu'au cou de l'immersion uniquement des membres inférieurs. Mais non, il n'y a pas de masque et de tuba a priori. Mais pourquoi pas tester, hein. Sans rien. Je suis pas sûre que... Ouais, c'est dur, je pense. À 10 degrés, je pense que ça doit être un peu différent. Ouais. C'est immonde. Puis t'arrives même plus à fermer la machine. Je me rappelle... Il y avait une autre question? Longue distance, comment ça s'appelait? On avait tiré plutôt... Celle de là, je crois qu'il était à 18 une fois. C'est pour ça que j'ai cassé les têtes des défis tout à l'heure, parce que ça faisait un moment qu'elle était fin et que ça commençait à pas aimer. Mais c'est une question d'habitude aussi finalement. Tu vas vérifier là? Justement, et du coup ça veut dire que c'est la transition juste après, mais on y vient dans pas longtemps. Ouais. Oui, il y a de la connivence. Il y a de la connivence. C'est juste une remarque sur le protocole en termes de sensation. Grosso modo, sur 10 minutes, c'est dans la pratique là. Pour l'avoir fait beaucoup et faire à des athlètes et l'avoir fait moi-même. En gros, les 2 premières minutes sont les plus dures, parce que c'est vraiment très dur. Ensuite, il y a une espèce de lune de miel, jusqu'à 7, 8 minutes, 9 minutes. Si on a de la chance, c'est plutôt 9. Et là, de nouveau, ça devient en l'occurrence vraiment bizarre parce que le système nerveux il déconne un peu. On commence à grelotter, vraiment très importante. Il y a une réaction centrale. Et par contre, paradoxalement, sur la peau, des fois, on a l'impression d'avoir la peau qui chauffe. Ce qui est complètement lunaire qui part en ligne.
Mais voilà, il faut savoir quand même qu'il y a cette zone au milieu, en tout cas sur l'entier, parce que sur le local, des fois, il n'y a pas ce truc-là. Mais il y a une zone où ça va, en fait. Et il faut passer la première minute et demie, 2 minutes, après ça va, et de nouveau, sur la fin. Merci. Là, je vous ai juste mis 2 illustrations pour vous montrer un peu ce qu'on peut retrouver donc, du coup, dans les différentes unités de récupération. La première des vidéos, c'est juste pour vous montrer. Là, c'était à la polyclinique du village olympique, là, cet été au jeu, où on avait 25 bains froids qui étaient alignés les uns après les autres et qui étaient en permanence. Bon, là, le village n'était pas encore ouvert, donc il n'y avait personne. Mais dès qu'il a été ouvert, il a été en permanence rempli. Ça fait partie des services qui ont le plus été sollicités et le plus été utilisés de l'ensemble des différents athlètes des différents pays. Pour tout ça, pour dire que c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est très demandé. Ça fait partie de la charte qui est dans les recommandations du CIO, et donc Paris 2024 a dû mettre à disposition ces différents bains pour l'unité de récupération. Ça c'est une autre séance de bain froid où ça des garçons qui sont là, donc ils font leurs 10 minutes, et puis pendant ce temps-là il y a le kiné qui est là et qui les regarde et qui les encourage. Puis le reste du temps on a nos tables, et puis ça se passe plutôt bien. Donc en gros dans l'idée, comment ça se passe en récup, il y a un côté cryo, il y a comme différents ateliers, il y en a qui sont sur des bottes, il y en a qui sont sur la table de massage, et puis soit tout le monde est ensemble et ça se passe bien. De temps en temps on a besoin de moments un peu plus privilégiés avec un athlète, et donc dans ces cas-là on se met à part, ou on se met en chambre, ou on s'organise, et en tout cas il faut essayer d'optimiser ça et de personnaliser ça, et donc du coup de répondre à la routine de chacun. Du coup par rapport au bain froid, à quelle fréquence on peut faire ça, et tout à l'heure un de mes collègues l'avait précisé, c'est pas recommandé de faire des bains froids tous les jours. Donc autant tout à l'heure je vous disais en CC on peut se faire des cures, mais grosso modo de faire une cure d'1 semaine. Là pour le bain froid on n'ira pas chercher des bains froids tous les jours, on en fait 1 max 2 par semaine, en tout cas quand on est dans un cycle de développement, donc dans un cycle d'entraînement, alors que c'est pour ça que j'ai différencié la phase de compétition et la phase de développement, où là si on en fait après des grosses séances de musculation, etc., comme je disais tout à l'heure par rapport à la CCE, ça peut ne pas favoriser les adaptations, et donc dans ces cas-là ce serait contre-productif. Donc en période de développement ce sera une fois voire 2 par semaine. Sinon, par contre, en période de compétition, on peut en faire 1 voire plusieurs par jour. Donc ça va varier. Il faut savoir un peu quand est-ce que c'est pertinent de pouvoir le faire. Si jamais on n'arrive pas à rester les 10 minutes, dans ces cas-là, on tente de faire le protocole en 2 fois. Donc 2 fois 5 minutes ou 2 fois 6 minutes pour essayer de couper un peu si vraiment on ne supporte pas la température. Si vraiment le bain froid on ne le supporte pas, à ce moment-là, pourquoi pas essayer un bain contrasté qui est un peu moins violent que le bain froid. Si jamais on ne supporte toujours pas le fait d'être dans le contact avec de l'eau froide, parce qu'il y en a où c'est vraiment le contact avec l'eau qu'ils n'aiment pas, et on les met dans la cryo-quarantine. Si jamais vraiment le froid ils n'aiment pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire ça, et puis ils feront autre chose. Et puis déjà, on a déjà dit que la première des triades à faire, c'était encore une fois le sommeil, nutrition, hydratation. Déjà avec ça, on a fait le gros du job. Ça on verra, et on finira par ça tout à l'heure. Il y a une pyramide qui existe où vraiment les bases de la pyramide, c'est cette triade. Et puis après, on rajoute des briques pour vraiment optimiser la récup, parce que là, on parle de la performance, on parle du haut niveau, même du très haut niveau. Et donc du coup, parfois, la performance, ça se joue à rien. Et si on peut apporter notre pierre à l'édifice, on le fait volontiers. Est-ce que tu as pu observer chez les athlètes, parce qu'on dit si on pratique le froid, on s'adapte au froid, alors j'imagine c'est en termes de tolérance sur la perception du froid. Est-ce que tu as déjà vu des athlètes à toi qui ne s'adaptent pas du tout au froid? Ouais. Okay. Oui, il y en a plein. Okay. Mais comme je vous dis, peut-être que vous, dans la mesure où vous avez déjà l'habitude d'être au contact de l'eau, peut-être que le froid, je ne sais pas s'il y a un... Ouais. Ouais, moi quand je vais dans une piscine, quand je plonge, j'ai froid quand je plonge, alors que vous plongez, c'est ok, C'est ça ce qu'il dit, c'est vrai pour les nageurs avec palme, pour les hockeyeurs, les apnéistes qui ont dû dans une piscine sans combinaison, c'est pire. C'est vraiment, ils sont... Okay. C'est vrai que
je me rends pas compte par rapport à ça, mais en effet, non, il y en a qui s'adaptent pas du tout. C'est personnel. C'est très personnel. Et encore une fois, là pour le coup, on a des études qui disent des choses parfois qu'il y a des nuances à faire. Pour le coup, j'ai pas réellement de réponse à donner. Pourquoi il y en a qui aiment, pourquoi il y en a qui aiment pas. C'est juste, il faut le savoir. Et d'une manière générale, on n'essaie jamais quelque chose pour la première fois juste avant une compétition. Vraiment, avant une compétition, l'idée c'est de rentrer dans sa routine. Donc avant une compétition, il faut faire des choses qu'on sait faire, il faut faire des choses rassurantes. S'il vous plaît, merci. Et les choses rassurantes, c'est ce qui est dans la routine. Et si on n'a pas travaillé cette routine avant, en fait, c'est pas le jour J qu'on va essayer de faire ça. C'est pour ça, moi, quand j'interviens, notamment ici avec la FFESSM, j'essaye de mettre des choses en amont en place. Comme ça, quand on arrive sur le lieu de compétition, on sait déjà qui sait faire quoi et comment, et on ne s'improvise pas. Ça, à mon sens, c'est hyper important. Je vais parler rapidement du sauna et du hammam, parce qu'encore une fois, dans la balnéo, il y a souvent des saunas et des hammams. Est-ce que c'est pertinent d'en faire ou pas? Il y a beaucoup de croyances par rapport à l'utilisation de ces outils, notamment dans les sports à catégorie de poids, où ils utilisent ça pour... il y a un côté perte de poids, mais donc du coup des hydratations aussi. Donc ça existe dans certaines circonstances, mais qui sont vraiment pas à recommander. Et à mon sens, en tout cas dans les disciplines de la FFESSM, il n'y a pas particulièrement de grand intérêt, en tout cas à l'approche d'une compétition. Il faut vraiment, à mon sens, éviter la pratique du sauna et du hammam. C'est un peu de la même manière qu'on a parlé des bains chauds tout à l'heure. Il y a plus une notion de détente, de relaxation, pourquoi pas de favoriser un peu le sommeil. Mais en tout cas, on ne fera vraiment pas ça pendant une période de compétition avec un objectif de performance, mais plutôt sur des journées de repos où on sait que derrière, on est un peu tranquille et on est un peu un reload, quoi. Ouais. J'ai déjà vu dans une piscine, ils avaient sauna et après bain froid, tu avais un bac qui plongeait dedans et ils faisaient d'alternance comme ça. Ça rejoint un peu le bain contrasté. Alors du coup, je t'invite à regarder cette slide qui va justement parler de ça, je pense. Donc sauna hammam, où l'idée c'est d'alterner entre des séquences, entre 2 à 3 séquences, et ensuite on va dans le froid. C'est ça dont tu parles? Ouais, ça c'est le protocole du sauna ou du hammam en fait. C'est pas que... Le sauna c'est pas juste on ouvre la porte, on attend, puis quand on en a marre on sort. Le sauna, il y a un vrai protocole derrière, et c'est pour ça que je vous l'ai mis. Je l'ai mis plus à titre indicatif, parce qu'en effet, moi c'est pas quelque chose comment dire, s'il y a quelque chose à prioriser, disons, c'est pas ça que je vais recommander, mais s'il y a vraiment un besoin et il y a vraiment une demande, alors dans ces cas-là, je vous propose plutôt d'utiliser ces 2 protocoles. Du coup, comment ça se passe? Donc il y a un avant, un pendant, un après. Avant, l'idée c'est quoi? C'est vraiment de bien boire, parce qu'on sait qu'on va perdre, on va suer beaucoup et on va potentiellement perdre en hydratation. Donc l'idée c'est avant. Dans les 2 cas, il va falloir bien boire. Je l'ai écrit là, ça c'est vraiment la première des choses. J'ai enlevé ces bijoux, j'aurais pu le mettre là aussi, mais bon, ça paraît plutôt être du bon sens. Ensuite, le protocole c'est quoi? C'est de faire 2 à 3 séquences. Donc on reste plus longtemps dans le sauna que dans le hammam. Là on est sur la différence entre les deux, ça je ne vais pas vous l'apprendre, mais on est sur une humidité ici qui est relativement faible, donc de 10-20%, alors qu'il y a 100% d'humidité dans un hammam. Mais donc du coup on résiste peut-être mieux au sauna qu'au hammam, et encore ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui préfèrent l'un ou l'autre, mais ça reste de l'ordre plus du bien-être. On n'est plus dans la performance sportive. Donc du coup l'idée c'est d'alterner 2 à 3 séquences de 10 minutes, et entre chaque, on sort et on prend une douche froide. Ou immersion dans un bain froid. Ça va dépendre de comment est structuré l'endroit, mais grosso modo c'est ça. Ce sera la même chose, avec le hammam. Dans tous les cas, après ces 2 activités-là, il faut vraiment essayer d'éviter dans la mesure du possible d'avoir une activité trop... il faut se poser un peu. C'est pour ça que souvent il y a des transats, il y a souvent un petit thé qui va bien, un détox là, et comme ça il se pose, et puis c'est toujours l'effet un peu relaxant, etc. Mais pour moi, le sauna et hammam, ça a un effet spa, mais c'est pas de la balnéothérapie. C'est pas une technique de récupération. Mais il y a souvent ça,
par exemple, dans les hôtels où sont les athlètes, ils disent bon bah voilà, je vais faire ma cryo à l'hôtel, et quand ils font leur cryo, ils se retrouvent face à face avec un sauna et ils peuvent être tentés d'y aller, et c'est à ce moment-là où nous, notre rôle, c'est de leur dire non, la cryo c'est pas ça, et on n'est pas au spa. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de contre-indications, je les ai listées là, mais je vais pas revenir sur tout. C'est juste que je me répète là, mais quand on a fait des efforts de longue durée, on a perdu beaucoup en eau, et notamment aussi en sodium. Et donc du coup, c'est vraiment déconseillé d'aller après un effort prolongé tout de suite, enfin rapidement dans le sauna, parce qu'on a déjà perdu en eau, et si en plus on en perd encore plus pendant les 2-3 séquences qu'on fait, ça sera pas recommandé. L'intérêt qu'il peut y avoir vis-à-vis du hammam, c'est peut-être quelqu'un qui prépare une compétition à l'étranger, et on sait que là où il va aller, il y aura une humidité très importante. Je pense par exemple, quand on s'entraîne ici et qu'on sait qu'on aura une compétition en Asie pendant les périodes humides, etc., pour habituer un peu le corps à cette humidité, là on pourra pourquoi pas faire des sessions de hammam parce que souvent, sinon on sort de l'avion, et ne serait-ce qu'au moment de la sortie de l'avion, on prend on est surpris quoi, de savoir un peu, on a l'impression que ça pèse quoi, et le fait de s'être un peu entraîné à faire des séances de hammam, peuvent pourquoi pas aider un peu le système à s'habituer. Qu'est-ce qu'on a aussi nous en unité de récup à l'INSEP? On a des LIAO, donc il en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Guillaume qui en a parlé, des matelas thermorégulants. Donc c'est un matelas où on se pose et il y a de l'eau dedans, et du coup ça fait un peu comme un massage, c'est assez confortable, c'est tiède, il y a une atmosphère un peu de relaxation, etc. C'est une pièce spécifique qu'on a au service médical, et qui peut être un plus éventuellement pour vraiment cette unité de récupération. Ça, l'INSEP ? Ouais, c'est juste là-bas. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, il y en a avoir 8 ou 9. Ensuite, par rapport au massage de récupération, donc ça c'est plus en lien avec l'activité du kiné pour le coup. Je ne vais pas forcément détailler tout ce qu'on est possible, qu'est-ce qu'on peut faire en kiné, parce que je pense pas que ce soit l'idée de mon intervention, parce que l'idée c'est de vous rendre plutôt autonome vis-à-vis de ce que vous pouvez faire ou pas. Mais ce moment-là, en tant que massage de récupération, ils l'ont complètement intégré, ce que disait Robin là tout à l'heure, dans leur process de récupération à la FFN. C'est pas pour rien, c'est parce que ce moment-là, c'est le moment où le patient, mine de rien, il se pose, et c'est pas uniquement une récupération physique, mais il y a aussi une récupération mentale. Et le fait de se poser, d'avoir une soupape, de parler d'autre chose, de ne pas forcément parler avec l'entraîneur qui voit toute l'année plusieurs fois et heures par jour, de parler de tout et n'importe quoi, de se rassurer aussi, de se dire que les petites douleurs, on check, et puis on contrôle, et puis disons qu'il y a un encadrement. Les athlètes, ils aiment bien avoir la sensation d'avoir un staff. C'est idiot, mais de se dire, moi je suis là, mais j'ai du monde qui gravite autour de moi pour que je sois bien, quoi. Et ce moment, il est vraiment, à mon sens, privilégié. Et du coup, faut pas non plus en abuser. C'est ce que je disais, il y a des temps pour tout. Mais en tout cas, le moment où il y a ce massage de récupération avec l'athlète, au-delà de l'acte de kinésithérapie en tant que tel, et c'est pas forcément du massage, j'ai écrit massage ici, mais il y a des mobilisations, il peut y avoir des étirements, il peut y avoir de la mobilité, il peut y avoir plein de choses, et ça va nous permettre de rentrer en confiance. Ça va aussi permettre à des athlètes qui ont des croyances, par exemple, si je suis en train de prendre en soin un athlète qui va absolument faire du sauna, et c'est pendant ce temps-là où on va discuter, puis je dis, ah ouais, tu penses quoi du sauna? Ouais, ok, c'est intéressant, est-ce que tu veux mon avis? Moi je pense ça. Et puis ce serait intéressant, peut-être, au lieu d'essayer de faire du sauna, viens la prochaine fois, on essaie une autre technique, puis on voit. Et puis on fait ça, mais pas pendant la compétition. Je dis ça, après la compète, on revient à l'INSEP, et puis on essaye ça marche pas, soit il reste dans ses croyances, et c'est un fait, soit progressivement ça évolue, puis comme il voit tous les copains aussi qui gravitent autour, qui eux font pas la même chose que lui, un peu par mimétisme, finalement tout le monde se met un peu dans le moule, et on essaie d'avancer comme ça vers ce que je vous disais tout à l'heure, le BP, la triade entre l'athlète, le kiné et la science. On n'est pas toujours au milieu de cette triade, parfois on laisse un peu la science de côté pour réussir à avoir l'athlète avec nous, mais parfois quand même il faut essayer de le ramener vers quelque chose de plus prouvé, disons.
quand on dit massage, je fais une parenthèse sur les pistolets de massage. Donc pistolet de massage, c'est ce genre d'outil qui a beaucoup fleuri sur les différents réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, personnellement, j'en suis pas fan. Après, forcément, je suis kinésithérapeute et donc du coup, par définition, je ne vais pas me considérer remplaçable par rapport à ça. Mais ça n'empêche que, encore une fois, si jamais ça peut aider. Moi, j'ai toujours ça en compète avec moi parce que je suis toute seule. Il y a parfois 18, 19 nageurs et je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Et si je ne suis pas capable de les voir sur table tous en même temps, je leur dis écoute, si tu veux, il y a le pistolet qui est dispo. Et puis je leur prête le pistolet et c'est mieux que rien. Et donc parfois ils attendent avec le pistolet, parfois après le pistolet ils disent ah non c'est bon finalement j'ai plus besoin. Et comme ça ça me permet d'essayer de satisfaire un peu tout le monde comme je peux avec cette organisation là. Comment on l'utilise? Du coup c'est des percussions qui sont des percussions rapides, tu peux l'allumer là. Donc en fait c'est des percussions qu'on vient pouvoir utiliser sur différentes zones. Okay. Il y a différentes vitesses, donc c'est plus ou moins rapide. Okay. Par exemple. Et donc du coup on viendra plutôt éviter les zones osseuses par définition, parce que nous ce qu'on vient essayer de traiter, ce sera plutôt des muscles qui seront tendus, et donc on essaye sur des muscles relâchés, donc c'est le muscle qui ne doit pas être en contraction. À ce moment-là, quand le muscle est relâché, on vient passer le pistolet, grosso modo environ 2 minutes par groupe musculaire. Et donc quand c'est des zones accessibles, le patient il peut se le faire tout seul, sur la jambe, il s'assoit et puis il se fait son petit massage au pistolet. Mais en tout cas, on essaie vraiment d'éviter les zones osseuses, de toute façon c'est franchement pas agréable. Comment on fait pour savoir si on est face à un bon entre guillemets ou mauvais pistolet? Parce qu'il y a de tout sur internet quand on veut acheter un pistolet. Il y a plein de marques, etc. Grosso modo, en tout cas à mon sens, il y a 3 choses qu'on doit prendre en compte quand on achète un pistolet. La première chose, c'est l'autonomie que ça va avoir. Donc ça, c'est sur batterie. Et donc du coup, il y en a qui ont vraiment une autonomie qui est très très faible. Et donc forcément, c'est moins cher, mais en termes d'utilisation, c'est pas forcément très pratique. Donc moi, personnellement, ce que je regarde quand je vais acheter un pistolet, c'est la première chose, c'est donc son autonomie. Ensuite, le bruit que ça va faire, il y en a qui sont hyper bruyants et vraiment, à l'utilisation, c'est franchement pas agréable. Et la troisième chose, c'est la pression que le pistolet peut supporter. C'est-à-dire que quand on appuie sur une zone, il y en a qui supportent assez mal la pression et du coup, les percussions s'arrêtent finalement. Donc en fait, on ne peut pas vraiment aller en profondeur. Et je vous l'écris quelque part ici. Quand on est donc une vitesse moyenne un peu plus importante, on va chercher plus de pression sur les zones denses. Et si le pistolet s'arrête à ce moment-là, en fait, on peut... Pour le coup, il sert à rien. Ouais. Donc du coup, attention sur l'achat des pistolets, parce que vraiment sur les tarifs, ça va du simple au double. Moi j'utilise les Jolt, mais après peu importe, parce que déjà d'une c'est une marque française, je me dis pourquoi pas. Après il y a Terragun, il y a Hypervolt qui sont des marques, les marques disons reconnues dans l'utilisation des pistolets. Ce que je vous montre là, si vous voulez après, de manière peut-être un peu plus individuelle, pour vous montrer comment ça fonctionne, si vous êtes curieux de ça, je sais pas. Alors à l'utilisation, vous êtes nombreux et donc tout le monde ne peut pas essayer toutes les choses, mais j'ai juste à amener ça pour que ça vous parle un peu et qu'en gros au moins vous ayez vu ça. La pressothérapie ensuite. La pressothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est des bottes de compression. Donc encore une fois, qui ont pour but de toujours un peu pareil, d'améliorer le retour veineux, le retour lymphatique, de drainer les membres inférieurs, etc. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? À vous de tester, vous faites votre propre avis. Moi personnellement, j'aime bien ça. Beaucoup plus que, je sais pas, l'électrothérapie. Ça reste personnel. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort? Je sais pas, mais ça me va bien. Après, je fais pas... Je suis pas très aquatique, mais je sais que, en tout cas en équipe de France, on utilise pas mal ça, notamment quand on se retrouve sur des compétitions où il n'y a pas forcément de bassin de récup, et tout de suite c'est la panique, on se dit oh là là, il n'y a pas de bassin de récup, comment je vais faire ma récup? C'est idiot, mais quand on propose quelque chose à un nageur, ça lui donne une solution, et du coup
il se dit bah pourquoi pas essayer, et puis au moins bah moi là j'ai quelque chose que tous les autres athlètes et tous les autres pays n'ont pas forcément, donc et ben on prend. Donc comment ça se débotte, c'est quoi? C'est un outil comme ça, où il y a différentes chambres. Donc sur ce modèle, il y en a 6. Et progressivement, ça va gonfler du distal vers le proximal pour réaliser le drainage et pour éliminer donc toxines, acide lactique, etc. Donc il y a 6 chambres. Il y a une pression qu'on règle. La pression, grosso modo, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit au moins à 80. Moi, je mesure facilement jusqu'à 120, voire plus millimètres de mercure. Et on considère que c'est bien de faire entre une demi-heure et 1 heure. Grosso modo, entre 20 minutes et 1 heure, ça sera plutôt recommandé. Donc là, c'est un athlète, là, en septembre, en compétition en eau libre, qui faisait sa récup dans les bottes pour commencer après tout juste avoir nagé. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? La T-Car-thérapie. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question. La T-Car-thérapie, c'est une machine qui, en fait, a la prétention, en tout cas, de stimuler un processus naturel, en fait, de récupération. En fait, l'idée, c'est d'envoyer un courant alternatif à très haute fréquence. Ça va selon les marques, mais grosso modo de 450 kHz jusqu'à 1 MHz. En gros, ça envoie un courant à très haute fréquence, aussi bien au niveau cellulaire, donc aussi bien sur les parties molles que les os. Et donc, en fait, la fréquence en question crée un échange intercellulaire, une communication intercellulaire, en tout cas booste ce phénomène-là, et donc aurait tendance à accélérer le processus de cicatrisation. C'est quelque chose dans le sport qu'on utilise beaucoup. À l'INSEP, on l'utilise depuis un bon moment déjà maintenant. Le ressenti, il est plutôt très agréable. Après, le problème de cette machine, c'est son coût. Les moins chers sont de l'ordre de 10 000 €. Donc du coup, pour une fédé ou pour des clubs, ça a un budget. Donc du coup, nous, on a des machines fixes qu'on a au service. Et puis après, on en a celle-là, elle est un peu plus petite et plus mobile. Mais bon, celle-là, c'est la version la moins chère parce que la plus petite, etc. Mais ça n'empêche que si je le mets en bagage en soute et qu'il y a un pépin, je serais bien embêtée quand même de perdre ma machine. Donc d'un point de vue pratique, c'est pas forcément l'idéal pour la déplacer. Mais la T-Car-thérapie est quelque chose qui est très répandu, en tout cas chez les kinés qui travaillent dans le sport. Donc il y a un effet biologique via cette stimulation des échanges intercellulaires. Il y a un effet antalgique et thermique, ça chauffe. Après, si on ne veut pas que ça chauffe parce que justement il y a un sujet inflammatoire, etc., on peut aussi travailler en athermie. Enfin, il y a pas mal de solutions qui s'offrent à nous, mais la T-Car-thérapie fait vraiment partie du processus de récupération, en tout cas ici à l'unité de l'INSEP et aussi dans pas mal d'endroits ailleurs qu'on retrouve surtout dans les clubs. L'électrostimulation, l'électrothérapie, il y en a différents types, il y en a 2, donc la stimulation électrique musculaire, donc le MS et le TENS. Ça c'est pareil, les nageurs aussi utilisent pas mal ça va dépendre. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment les bottes, il y en a qui aiment la cryo, chacun fait un peu sa sauce. Et puis l'idée c'est que chacun trouve un peu la chaussure à son pied. Les préconisations, c'est quoi? C'est de se dire qu'on en fait 2 à 3 séances par semaine. Donc là, cette fois-ci, contrairement à la T-Car-thérapie, on est sur une faible intensité de l'électrostimulation. On fait ça grosso modo pendant une demi-heure. Et c'est assez bien vécu par le patient. Donc ça se fait facilement. Vous pourrez retrouver des athlètes juste après leur course ou après qu'ils ont fait leur récupération active, parce que quand même je ne peux pas ne pas parler de la récup active. Après ils vont volontiers à la place de faire parfois un massage de récup, et certains auront plus tendance à faire leur séance d'électro. Encore une fois, s'il y a embouteillage en ce qui me concerne en récup, il y a des outils supplémentaires. Donc il y aura de l'électro, il y aura un pistolet, il y aura des bottes, et puis on le fait avec les moyens qu'on a.
la récup active quand même, hein. J'en parle rapidement. En quoi ça consiste? L'idée c'est de le faire vraiment juste après l'effort. Donc ça normalement je pense ne pas vous apprendre grand chose en vous disant ça, mais dans l'idée c'est ce que disait aussi Robin tout à l'heure. La durée c'est entre 10 minutes maximum 30 minutes, mais on est plus sur 10-20 minutes avec une fréquence cardiaque, avec une intensité assez basse. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire jusqu'à 60% de la fréquence cardiaque max. Il disait 70 tout à l'heure, à 10% près, je le suis. Et en tout cas, ça peut être sur différentes surfaces. Donc là, c'est un nageur en eau libre. C'est encore une fois toujours à la même compétition. Là, c'était en septembre, qui faisait sa récup sur vélo. Donc c'est pas parce qu'il nage qu'il n'est pas capable de faire du vélo. C'est pas parce qu'il nage qu'il n'est pas capable de courir ou de marcher avec une intensité un peu élevée. Donc il faut s'adapter. Et du coup, quand il n'y a pas de bassin de récup, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des vélos et on leur fait faire du vélo. Ça nous est arrivé en Pologne cette année avec les juniors où c'était le cas. On a trouvé une salle de musculation à côté, et puis on a pris des entrées, puis on leur a fait faire leur récup comme ça parce qu'il n'y avait pas. C'était la solution qui nous paraissait la plus pertinente à ce moment-là. L'idée c'est attention de ne pas non plus aller fatiguer davantage le muscle, donc on est vraiment sur une intensité qui est tranquille. Donc voilà un peu pour les différents outils que nous on peut avoir, en tout cas dans la sphère kiné et un peu que vous pouvez faire en autonomie de votre côté, de manière encore une fois additionnelle à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Après nous ici à l'INSEP on a des petites fiches. Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, mais là grosso modo c'est ce qu'il a dit par rapport au sommeil. On a des fiches aussi par rapport à l'hydratation. Donc du coup, pour les aider un peu à en savoir plus, éventuellement je vous donnerai le document et puis vous pourrez lire ça de manière un peu plus posée. Mais l'idée c'est de se peser à la fin de l'entraînement, avant et après l'entraînement, comme ça on sait quel poids on a perdu. Puis tout à l'heure Kevin en a parlé, mais en fonction de ce poids-là, normalement, on n'est pas censé boire autant que le poids qu'on perd à l'entraînement. Donc normalement, il y a un delta entre la perte de poids qu'on a après l'entraînement et avant l'entraînement. Et en fait, ce delta-là, on considère que qu'il va falloir boire après l'entraînement un pourcentage qui est de 1,2 à 1,5 litres. Donc si on a perdu 1 kg, ça veut dire qu'il va falloir boire après l'entraînement entre 1,2 kg à 1,2 litre ou 1,5 litre d'eau. C'est ça un peu ce qui est recommandé. Et ensuite, je crois que c'est écrit juste là. Donc en fait, on calcule combien on a perdu de poids et en fonction de ça, on adapte l'hydratation qu'on a juste après l'effort. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus trop parce que mes collègues en ont parlé, ce serait un peu redondant. Mais en fait, c'est des petites fiches que nous, on a en tout cas qui sont assez simples d'utilisation, que nos athlètes ont ici, qu'on a à l'INSEP. Il y a un document papier là qui est peut-être par là, mais je vais le récupérer, qui s'utilise assez bien. Et en fait, c'est aussi pour leur montrer qu'est-ce qu'ils sont censés boire. Donc en fait, pendant l'effort, ils sont censés boire en permanence, en continu, tout au long de leur activité. Grosso modo, c'est à peu près 500 ml par heure qu'on leur, en tout cas ici, qu'on leur préconise de boire. Et en fonction, est-ce qu'on boit plutôt de l'eau plate ou une eau qui serait avec une supplémentation, ça va dépendre de l'activité, mais on considère que si vraiment on est sur une séance cardio ou avec une composante muscu assez importante, il faudra plutôt privilégier une boisson sucrée. Après, très personnellement, c'est moins mon domaine. Ça, c'est les recommandations qui sont données. C'est pas moi qui ai écrit ça personnellement. C'est le service de recherche ici qui a imprimé ces petites fiches. Et je dois dire que ça nous sert bien parce que c'est assez simple en compréhension. Et puis, je pense qu'elle répond plutôt pas mal. D'après ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ça reste cohérent. Et donc, du coup... Agathe, juste, tu me permets, parce que je voulais en parler tout à l'heure avec Kevin et puis on est passé sur autre chose. Je sais que Guillaume en avait parlé vite fait ce matin. Ouais. Est-ce que tu peux, juste la partie qui est en bas, là, sur le côté faire sa boisson sucre maison est souvent bien plus économique et efficace que d'acheter des produits partout. Quand on parle de boisson sucrée, la boisson sucrée, ça peut être une boisson d'effort qui s'achète dans le commerce, mais on peut tout à fait se la faire aussi
Et là, du coup, l'idée de ce petit schéma, c'est de se dire, en fait, il suffit d'avoir de l'eau. Donc, vous prenez une bouteille dans laquelle vous mettez 500 ml d'eau et vous coupez ces 500 ml à 150 ml d'un jus, donc jus de raisin parce qu'il y a une charge en glucides, mais ça peut être un autre jus, et on y rajoute à ça un sachet de sel. Après, peut-être que Kevin a d'autres recommandations par rapport à la pratique maison de tout ça. C'est ça, hein. Jus de raisin parce que c'est à 18% de glucides, donc c'est le plus concentré de glucides, et que le jus de raisin, par définition qui est vendu dans le commerce, il est filtré, donc il n'y a pas de... Je vous déconseille le jus de banane, le jus d'ananas ou le jus d'orange. Très fortement pour l'acidité et pour les fibres, ça ne donne pas des bons résultats. Donc en gros, les deux seuls qui sont vraiment mainstream, c'est jus de pomme, jus de raisin, sachant qu'il y a un facteur 2 de concentration en glucides entre les deux. Jus de raisin, en général, on fait un tiers, deux tiers, et jus de pomme, on fait moitié-moitié. Après, pour ceux qui voudraient... Là, on parlait de récup, hein, donc là, on parle de boissons d'effort prises pendant l'effort. Donc là, il faut que ce soit hyper digeste, etc. Si on parle de boissons de récup, vous voulez vraiment beaucoup de glucides, vous prenez le jus pur, et là vous avez plus de choix dans les jus, et si vous voulez moins de glucides et la même quantité d'eau, là vous commencez à diluer. Nous, ce qu'on considère en tout cas par rapport à après l'effort, donc du coup on a mesuré avec cette fraction de savoir quel volume d'eau il faut qu'on boive après l'entraînement ou la compète en fonction de ce qu'on a perdu. Pour calculer ça, en fait, on se pèse pas à chaque fois avant-après, mais disons on fait ça sur 3 entraînements et comme ça on a à peu près une moyenne et du coup on sait à peu près quel volume d'eau on doit boire après l'entraînement. Et ensuite on considère que donc il y a des boissons ou enfin des eaux qui sont plus minéralisées que d'autres. Et donc si on doit prendre, je sais pas, là il y a un exemple qui a été pris, quelqu'un qui a perdu 2 kg pendant l'entraînement, du coup il doit boire 2,4 kg à 2 litres 4 à 3 litres d'eau. Est-ce que du coup il doit boire 3 litres d'eau et de l'eau minérale comme ça, ou 3 litres d'eau plate? Et l'idée c'est de se dire, sur ces 3 litres d'eau, grosso modo il va prendre 500 ml d'eau minéralisée et le reste sera de l'eau plate. Après, c'est ce qui est recommandé en tout cas ici pour avoir quelque chose d'assez linéaire, et on prend ça à partir de la fin de l'entraînement de manière un peu lissée sur la journée. L'idée c'est pas de boire tout de suite 3 litres d'un coup de manière assez violente. Juste un avertissement entre le calcul avant-après, vous calculez votre débit sudoral qui vous dit ce que vous devez boire, et ça bien comptabiliser ce que vous avez bu pendant. C'est-à-dire n'appliquez pas la quantité que vous avez calculée, la moyenne des 3 entraînements que tu disais là. Ensuite, à chaque fois, à la fin de l'effort, vous prenez que ce que vous avez perdu. Si vous avez bu correctement pendant l'effort, vous allez avoir un delta de poids qui est relativement réduit. C'est-à-dire que si vous avez calculé, vous avez un débit sudoral d'1 litre par heure, ne prenez pas systématiquement 1,5 litre à la fin de l'entraînement. Si vous êtes correctement hydraté, vous avez peut-être perdu 200 grammes, ce qui fait que ça fait 300 ml d'eau. C'est un peu l'idée de cet encadré-là, de dire qu'on n'est pas censé perdre plus de 2% de son poids de corps suite à un entraînement. Si on perd plus, ça veut dire que pendant l'entraînement, on ne s'est pas suffisamment hydraté, et c'est aussi parce que parfois, on n'a pas forcément la sensation d'avoir soif, et ça, pour le coup, il faut se connaître un peu pour se dire, là, je sais que j'ai pas bu assez. Parfois c'est des sensations, mais on se dit que sous prétexte qu'on est dans l'eau, on n'a pas besoin de boire, mais en fait ça n'a aucun rapport. Et j'ai l'impression, ça reste une tendance, mais vous allez n'importe où ici au bord d'un terrain d'entraînement, il y a des bouteilles d'eau partout, il y a des gourdes partout. Dans les piscines, je dis pas qu'il n'y a pas de gourdes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui font peut-être pas aussi attention à ça. C'est une question que je me pose. Est-ce que le fait d'être dans l'eau, on n'a pas l'impression d'avoir soif? C'est peut-être à vous de le dire, mais en tout cas, c'est aussi précisé juste là, la sensation de soif n'est pas toujours perceptible. Il est important de s'entraîner à la reconnaître, à la repérer pour boire à ses propres besoins et pas forcément à ses propres sensations. Donc voilà pour ça, vous en avez déjà parlé tout à l'heure.
Ça c'est pareil, la nutrition, je reviens pas là-dessus parce que d'une, c'est pas mon domaine, et puis de deux, ça a déjà été pas mal dit. Et je vais juste conclure là-dessus parce que je pense que c'est une slide qui me paraît assez importante, et ça corrobore avec un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Le socle de la récupération, c'est le sommeil, la nutrition, l'hydratation. Donc ça, c'est la base. Tant qu'il n'y a pas ça, en fait, bah, ça on l'oublie. En tout cas, c'est comme ça moi, que je fonctionne. Et à partir de là, eh ben, on rajoute des briques, on rajoute de l'immersion dans l'eau, on rajoute de la récup active, on rajoute des massages, de la cryo, de l'électrostimulation, des effets de mode. Max parlait tout à l'heure de l'effet de mode des ventouses. Bah, ça aussi, ça peut être une solution. Il y a du tape, il y a plein de choses qui sont en effet de mode. Pourquoi pas en réalité, parce que ce sera toujours quelque chose de plus. Mais il ne faut pas oublier que la base, elle reste ici. Et que l'idée, c'est d'avoir chacun sa propre pyramide, chacun sa propre routine. Et comme ça, ben, en fonction, on optimise la récupération, quoi. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Oui, c'est par rapport à la récup tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses des grilles? Tu sais, c'est les rouleaux là, assez durs où on s'allonge dessus. Ouais, j'en ai pas parlé des rouleaux de massage. À mon sens, c'est un peu le même topo que sur les pistolets de massage. Parce que le principe, c'est d'aller un peu en profondeur, de rouler en dessus, etc. Il y en a qui vont très fort, ils font même des bleus et tout ça. Franchement, si ça fait du bien, go. Moi, je suis pas contre quoi que ce soit, mais après, c'est pas ça qui va faire... à mon sens, le bénéfice de ça est pas énorme par rapport à tout ce socle-là. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mais oui, carrément. Ça peut très bien... ne serait-ce que sur des étirements actifs, etc., s'y associer, ça pour le coup, au bord des bassins, on en voit beaucoup des rouleaux comme ça. Et avant l'effort? Moi, si tu me demandes personnellement ce que j'en pense, non. Non. Mais on voit beaucoup avant l'effort, sauf que quand tu vas dire ça à un nageur, ça met du temps avant de réussir à faire changer les choses. Mais en ce qui me concerne, d'un point de vue étirement, et donc les rouleaux peuvent être utilisés sous cette forme-là, et le sont souvent d'ailleurs, avant l'effort, par principe, il faut chauffer la machine. Et donc, s'il y a un étirement à faire, bah, c'est un étirement actif, c'est balistique, c'est de l'échauffement. Un échauffement qui est bien fait, normalement, eh ben, il doit durer une vingtaine de minutes. Il faut qu'on commence à suer. Il faut être essoufflé, il faut avoir la sensation de soif. Pour moi, c'est les 3 critères qui permettent de savoir si, grosso modo, on est bien échauffé. Et il me semble que rouler autour du rouleau, ça ne fait pas augmenter la température. Ça ne répond pas à ce que je viens de dire. Donc, non, pas en échauffement. Mais par contre, les étirements, c'est un sujet aussi par rapport à ça. Pardon, ouais. Mais faire une généralité là-dessus, je ne suis pas hyper d'accord. Je pense que ça dépend du type de sport. Sur l'haltéro, par exemple, le rouleau, on l'utilise beaucoup avant l'échauffement d'ailleurs. Ça permet de détendre la fibre, en vrai, tout ce qui est fibreux. Ça peut avoir... ça dépend comment tu utilises le rouleau. C'est encore, il y a plein d'utilisations du rouleau et tout dépend de comment on l'utilise. Le rouleau, on peut l'utiliser de manière très intéressante si on fait de la mobilité, par exemple, en haltéro sur les échauffements. Et c'est surtout de la mobilité dont tu parles, j'imagine. Je m'avance peut-être, hein, mais... Je me fais juste, j'ai cette image d'un mec sur les championnats du monde d'apnée qui a fait plusieurs records du monde sur le 16x50, un Max Pochard. Ouais, il s'échauffe tout le temps avec son rouleau, quoi. Ouais, mais c'est Michael Phelps, il a mis des ventouses sur son dos. Ouais. Voilà. Cependant, bref. Cependant, c'est pas utile pour l'échauffement. Bah tu vois, toi typiquement, si tu utilises ton rouleau, moi je te dirais, bah reste avec ton rouleau, y a pas de souci. Chacun va avoir sa routine, encore une fois, juste, bah, il y a peut-être des accommodations à faire, mais si tu sens un bénéfice vis-à-vis du rouleau, go. Mais au sens large, disons, à mon avis, un échauffement, d'ailleurs on a travaillé avec... C'est pas vraiment utilisé comme un échauffement, c'est plus genre en préparation d'échauffement ou... faire un pré-échauffement, faire un échauffement puis ensuite faire son entraînement. Début de la routine de l'échauffement. Souvent, moi, les gens qui ont utilisé ça, ils font un peu de rouleau, ils font un peu de mobilité, un peu de rouleau, et après ils passent sur l'échauffement réel. Ça, quoi. Du coup, c'est encore autre chose. Non, je sais pas, je pense que c'est juste inclus dans la routine d'échauffement. De pré-échauffement, du coup. Si tu Si dis que c'est pas l'échauffement. Non, mais c'est toi qui dis que tu dis que c'est pas considéré comme un échauffement parce que pour 3 critères. Mais... Et du coup, on est d'accord.
Ok. Si tu me dis que c'est la routine pré-échauffement, ça veut dire que c'est pas tout à fait intégré dans l'échauffement et c'est Ouais, du coup je pense qu'on tombe d'accord. Je pense qu'on bataille sur des mots là, mais... Peu importe. Mais on peut en parler si tu veux, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu pensais des étirements? Voilà, question piège. Joker. Joker. Non, je peux tout à fait dire ce que je pense des étirements. Je pense que le terme étirement est un terme qui déjà, l'étirement, ça veut rien dire, c'est trop vague pour dire un étirement. Qu'est-ce qu'on entend par étirement? Et je pense que ce terme-là, il doit être un peu détaillé avant de dire qu'est-ce qu'on en pense. Un étirement actif, un étirement passif, un étirement balistique, une posture, tout ça, ça va avoir des actions différentes. Et je pense que du coup, il y a un temps pour tout. Je pense que l'étirement actif avant l'effort, c'est ok, il n'y a pas de sujet là-dessus parce que l'étirement actif, il fait travailler le muscle et ça va dans le sens de l'échauffement et donc pourquoi pas. L'étirement balistique, il va aller chercher de manière active les différentes amplitudes et ce sera ok aussi. L'étirement prolongé, plus de 30 secondes, d'une minute, on va aller étirer un muscle là comme ça avant l'effort, ça non, mais du coup avant un effort, pour moi, étirement passif, balistique, vous appelez ça comme vous voulez, c'est ok. Étirement passif, non. Je pensais après l'effort. Ok. Du coup, après l'effort, pourquoi pas s'étirer dans l'idée de retrouver un peu la longueur musculaire qu'on avait parce que le muscle a été beaucoup sollicité pendant l'effort et donc du coup l'idée c'est de se dire je vais remettre un peu mon muscle à zéro. Le problème de ça c'est que si on fait ça tout de suite après l'effort, le corps il est encore chaud, il a une sensibilité à la douleur qui est modifiée et donc du coup si je viens étirer, j'en sais rien, un ischio, je vais peut-être pouvoir aller plus loin que ce que je serais capable de tolérer si j'étais à froid. Et le fait d'aller plus loin peut être un peu dangereux pour la fibre musculaire et si on va trop loin, on peut se faire mal. Donc, à mon sens, je te laisse compléter ma réponse si tu veux après, mais à mon sens, soit on s'étire juste après de manière pas très prolongée, max 30 secondes, mais on va pas forcément jusqu'à la sensation d'étirement parce que quand on sent l'étirement et qu'on est chaud, par définition, ça veut dire qu'on est déjà presque trop loin. Soit on attend de se refroidir, on attend 3 quarts d'heure, 1 heure, voire un peu plus, et à ce moment-là, on s'étire grosso modo une trentaine de secondes, mais pas besoin d'aller faire des postures vraiment prolongées. Si on veut par contre gagner en amplitude et en souplesse, ce sera pas à ce moment-là qu'on va pouvoir répondre à cette question, mais ce sera plutôt en dehors d'une activité physique, vraiment dans un moment vraiment dédié à ça, isolé, pour pouvoir essayer de gagner en amplitude. Ouais, Kevin? Je fais le bad cop scientifique. Sur la question des étirements, scientifiquement, il n'y a aucun bénéfice sur la récup. J'ai pas parlé d'étirement pendant tout le topo sur la récup, sur marqueur. Donc voilà, c'est un contenu d'entraînement, a priori pour ceux qui ont besoin de la mobilité articulaire et pour un certain nombre d'études aussi là. En tout cas, la littérature scientifique ne voit pas de bénéfice à s'étirer pour la récup, ni même sur la prévention des blessures. En tout cas, c'est un peu ténu, mais en tout cas sur la récup, c'est le consensus actuel. Et pareil que sur l'échauffement, l'échauffement, il y a le terme échauffement, c'est ce que je fais avant l'entraînement. Scientifiquement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la préparation du système nerveux et l'augmentation de la température. Le reste, c'est pas trop étudié. Donc après, un contenu pré-entraînement, c'est à construire. C'est ce que tu as dit, c'est à construire chacun individuellement, mais effectivement, il y a des mécanismes qui sont connus, la température, l'activation, le reste, c'est pas... Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Après l'étirement, et attention, moi en tant que kiné, je sais que la toute première fois où je suis partie là avec la FFSSM en compétition, on m'a dit là il y a un petit temps mort, etc. Est-ce que tu pourrais leur faire une séance d'étirement? Je me souviens, c'était à Tomsk, on avait fait une séance comme ça d'étirement, et ma première question ça avait été de dire aux nageurs, ils étaient tous devant moi, je dis mais qui s'étire? Puis donc là, il y en a selon les habitudes de chacun, il y en a qui s'étirent, il y en a qui s'étirent pas. Je dis en fait, ceux qui n'ont pas l'habitude de s'étirer, en fait la séance elle est finie pour vous. En fait, vous n'allez pas vous étirer maintenant, vous nagez demain. Qu'est-ce que ça va faire si on vous étire maintenant? Ça va vous créer des courbatures. En fait, ça sert à rien. Donc ceux qui ont l'habitude de s'étirer, c'est dans leur routine, ça leur va bien. Ils ont ils ont la perception
d'être plus souple, ça leur fait du bien, ils se mettent aussi dans leur bulle, etc. C'est quelque chose qu'ils connaissent, bah ça on le fera. Mais après, moi spontanément, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'étirer, je vais pas aller proposer une séance comme ça d'étirement un peu au hasard juste avant une compète. Encore une fois, pour moi, avant une compète, on ne change pas une routine et la routine elle doit être faite avant. Si elle n'a pas été faite avant, c'est que le job il n'a pas été fait par rapport à ça. Bah, c'est pas grave, mais dans ces cas-là, on sera pas dans l'optimisation de la performance. On sera performant, mais on aurait pu rajouter un petit truc qui fait que. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bah, merci à vous. Merci Agathe. Donc voilà qu'on touche à la fin de notre journée. Alors, je voulais commencer par remercier nos 4 intervenants, donc Guillaume Millet, Robin Plat, Kevin Caillot et Agathe Brun, qui nous ont apporté toute leur expertise, leur expérience.